mais c'est Pâques bien sûr, et Pâques c'est les chocolats, et on est avec Patrick Roger. Bonjour Patrick Roger. Bonjour. Vous nous avez apporté des chocolats, bien sûr, et vous nous avez apporté des œufs. Mais on dirait vraiment des œufs, finalement, c'est les œufs que je trouve dans n'importe quelle supérette. Dans n'importe quelle supérette, parce que c'est tellement bien fait qu'on dirait vraiment des vrais œufs, mais ce ne sont pas des vrais œufs, si j'ose dire. Si, c'est la vraie coquille. Comment ça, c'est la vraie coquille? Et on la casse, du coup? Soulever Non. un œuf, C'est pas la vraie coquille. retourner et casser. Comment ça, c'est la vraie coquille? Allez. Faites-le, Faut le Géraldine, soulever. parce que moi, j'arrive pas. Sinon, je viens vous aider. Attendez, j'arrive. Cassez-le sur votre front. Mais non, mais Un c'est œuf. pas. Attendez, mais comment ça, c'est. Là, j'en ai mis plein. Alors, Ah, évidemment, mais c'est un peu exprès aussi. Oui. Hein. Là, on casse. Voilà. casse ça. Là, vous cassez comme un œuf à dur. Un œuf à dur. Un œuf dur. Ou un œuf dur, comme Un vous œuf- voulez. Ah oui, vous dites un œuf à dur. Ouais, n'importe. Ah oui, non, mais Comme ça moi je dis un œuf dur. le casse un comme peu ça plus fort, un petit peu. Voilà. Ah, et on enlève la On Mais enlève c'est la ça. vraie coque. Ah, c'est Ouais. génial. Ouais, mais c'est pas la vraie Mais coque. si, ça Si. l'aide. Si, Ah, si, mais ça nous, on a l'aide. failli croquer dedans Mais ce matin. comment vous avez fait une C'est vraie une coque bonne d'œuf? question. Bah, il vide l'œuf et Non, après, on vous vide mettez du l'œuf. chocolat. Avec un Il petit est- trou, faites un petit trou Voilà, on derrière. fait un trou. Et qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur? Donc, une coque de chocolat noir comme Oui. un œuf de Incroyable. Pâques. Oui. Et après, on le Praline. garnit avec du praliné, des noisettes, des Mais vous amandes. mais comment vous faites ça Ah bah, à la main. Mais comment ça par là œuf. Magique. Mais alors, il y a un tout- Sonner. il y a un tout petit trou. C'est délicieux. Évidemment. Ça fait 1 centimètre. Bon, on parlait à l'instant de la difficulté de trouver des salariés. Est-ce que vous, par exemple, dans votre domaine, vous trouvez facilement des salariés? Est-ce que des jeunes gens ont envie de faire le métier que vous faites? Oui, alors on arrive encore à recruter, ça va. Après, les conserver, c'est autre chose. Ils veulent tous devenir chefs, déjà, grand chef. Bah, c'est Ça, plutôt bien ça. C'est pas mal. Donc tous les Parce chocolatiers... que si vous voulez pas être chef, ben, c'est bien d'entrer dans un... Bah, c'est ils pas ont de mal. l'ambition. Faut pas et être trop pressé. il faut pas être trop pressé. Donc ça, c'est plutôt le sujet. Mais souvent, je dis, on est comme le Real de Madrid. Donc recruter du monde, c'est assez évident. Les gamins, ils viennent spontanément. C'est assez facile. On a beaucoup de filles aussi. C'est pas mal. Donc on a cette mixité et beaucoup de pays. Bon, quelles sont les qualités que demande un excellent chocolatier selon vous? Alors, je pense que ça serait la précision et la vitesse aussi. Mais pour acquérir La ça, vitesse? moi, je viens de la moto, du sport mécanique. Oui. Et Pourquoi faut aller vite? pour aller vite, c'est des temps qui sont très très longs pour préparer. Mais c'est vraiment le chocolat fonctionne vraiment comme ça. Et après, il faut beaucoup de vitesse pour accéder évidemment à la qualité. La vitesse est vraiment essentielle. Alors, là, tu es en train de manger un chocolat. Tranquille, on se sert dans le... Heureusement qu'on n'est pas là. On propose même pas aux collègues. Je Si, un rappelle peu plus que, propre. d'abord, c'est très très bon ça. Hein. Je rappelle, Patrick, que vous êtes chocolatier, mais vous êtes aussi sculpteur. Vous sculptez le chocolat, vous le façonnez comme personne. Il y a un niveau de création chez vous qui est tout à fait important. Et là, ce week-end de Pâques, j'imagine que c'est le week-end le plus important de l'année pour vous. En tout cas, c'est le week-end où il y a le plus de chocolat, plus encore qu'à Noël de vendu. Non, c'est moins, mais c'est plus difficile à gérer. On fait 6% de l'année cette semaine, ça nous prend 20% de notre temps par contre. Et 4%, c'est des produits qui sont dédiés à Pâques pour 20% de notre temps annuel. Alors ça devient vraiment difficile à gérer. Mais pourquoi la c'est plus difficile à gérer, par exemple, qu'à Noël? Noël, ce sont les bonbons de chocolat, ce que l'on connaît normalement, ce qu'on appelle les miniatures chez nous. Donc ça, c'est facile à gérer. Si on se trompe, c'est pas trop grave. Mais là, c'est de savoir combien il y a de clients. C'est un vrai sujet. Si on fait trop, ça fait 8 semaines que l'on commence à travailler sur ce sujet. Mais c'est pas chaque année à peu près le même nombre Non, de là, clients. c'est par exemple- Là, vous avez combien? 9 boutiques? 9 boutiques. Mais à ouais, Paris, toujours. vous êtes. À Paris. Et en province, vous n'êtes pas en Non. province. Non. Les gens qui nous écoutent en province Non. ne peuvent pas. Et le chocolat, ça peut pas Avant, voyager. ils venaient nous voir. Maintenant, on en perd pas mal à Paris. Bon, on perd ça- beaucoup de provinces. Oui, c'est beaucoup difficile d'entrer de dans la Paris. banlieue. Ça peut voyager le chocolat. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, j'imagine, vous avez un service de commande par Internet. On a l'e-shop, mais ça, c'est que 5 à 8% de l'année. Donc, c'est assez difficile aussi. C'est pas notre cœur de métier. Quand on vient chez nous, on pousse la porte. C'est une vraie poignée. On franchit une étape et puis on va rentrer dans un univers. C'est ça qui est fondamental. Oui, mais il y a peut-être des gens qui ont connu Patrick Roger et puis qui veulent poursuivre cette aventure et qui vous commandent par Internet. Entre le moment d'ailleurs où je commande et le moment où ça arrive chez moi, il se passe 24 heures. Et en 24 heures, il n'y a pas de souci. Non, ça va. Ouais, ça Le va chocolat se conserve. Moi, j'aime bien le mettre, par exemple, plutôt au frais. Oui, moi aussi. Ouais. comme le vin.
Idéal, c'est 15 degrés. Cave à 20, ça c'est mieux. Si, vous voyez, là, les studios, température ambiante. Là, ça fond un petit peu. D'ailleurs, vous pouvez voir ces beaux œufs sur europe1.fr en vidéo. Ah oui, ils sont très, ils sont très magnifiques. Beaux. C'est 15 degrés. Ouais, 15 degrés, c'est vraiment idéal. Et la température pour manger, 20. Et à partir de 21,5, 22 degrés, ce qui est à l'intérieur, le praliné est vraiment très sensible. Ouais, ça se voit. N'oubliez pas, je viens du sport mécanique, donc l'asphalte, tout a une incidence sur... Mais quand vous dites que vous venez du sport mécanique... c'est cette vitesse qui a créé ce que l'on fait, parce que c'est juste fou et impensable. Et ce matin, je me disais, en rentrant en vélo, parce que je vais aussi vite en vélo, je fais le con aussi, mais c'est assez fantastique de se dire, on a ce lieu, cet atelier. Je rentrais du magasin du premier assaut, premier magasin qui a 28 ans. Je me disais, les clients, ils sont tellement sympas. C'est un truc de fou, aussi, avec des gens super. Ce qui est intéressant, c'est de voir votre parcours, parce que souvent vous le dites, vous avez une jeunesse qui est marquée par l'échec scolaire, vous êtes éloigné de toute culture, dites-vous, et vous étiez au contraire très près de la nature, ce qui m'a donné l'esprit de liberté. Et puis vous découvrez Paris à 18 ans, vous êtes en apprentissage chez Pierre Mauduit, qui était un pâtissier, puis vous vous ennuyez, et puis voilà, vous avez une révélation. J'ai immédiatement compris que je construirais quelque chose avec cette matière lorsque vous rencontrez le chocolat. Il y a quelque chose toujours dans votre itinéraire de si particulier. Mais en même temps, tous les gens parfois qui ont été chefs d'entreprise créatifs comme vous ont tous des itinéraires très singuliers. Ouais, c'est une grande question. Je pensais qu'on avait tout ce parcours, mais finalement, pas vraiment. Dans les grands cuisiniers, puisque je côtoie surtout ces garçons, ou Pierre Hermé, si on prend Pierre Hermé à Paris, c'est quand même des parcours assez étonnants. Par exemple, moi je parle pas anglais, pas un mot. Et puis je dis à Pierre, mais tu parles anglais? Il me dit oui, je parle allemand. Putain, il parle allemand, il parle anglais. Il est né en Alsace. Donc il y a 50 ans, ce garçon, ou 60 ans, il est né, il était déjà trilingue, ou il avait 4 langues. Que moi, dans le Perche, on n'avait rien. On avait effectivement 0 culture. Et je pense que c'est ça qui est assez surprenant. Dans ce parcours, on n'est quand même pas tous pareils. Quand on part en apprentissage, beaucoup ont disparu. Dès les 18 ans, on perd 50%. Après, on va à l'armée, on repère 50%. On reste à 1 sur 4. Et je ne sais pas ce que sont devenus les gens qui travaillaient avec moi au départ. Les 13 premières années, j'en connais 2. C'est vrai dans beaucoup de métiers. D'ailleurs, il y a beaucoup de métiers de personnes qui commencent un métier et puis après qui vont faire autre chose. Alors, je vois les créations de 2025, par exemple. Pourquoi on dit les moutons de Pâques? Je vois les moutons de Pâques depuis... Q2, les moutons de Pâques Q4, hérisson double. Pourquoi ces noms hérisson? C'est curieux pour un chocolat. Ah, le hérisson, il naît tout simplement à la campagne. Le problème, c'est comment tu manges, quoi. Donc, si le hérisson mange les œufs ou s'il attaque un nid ou quoi que ce soit, c'est un peu la guerre avec la famille. Moi, je viens d'une famille de boulangers. Mon père avait 300 €. Non, ma mère 300 € à la retraite et mon père 546. Bon, là, ils viennent de décéder. Au moins, on libère tout. C'est pratique. Et ils vivaient qu'avec la cave, qu'avec le jardin, que simplement ce qui était local. On vivait dans un rayon d'1 kilomètre. On n'avait pas besoin de bouger, on faisait pas de courses, tout se passait là. Il y avait beaucoup d'échanges aussi. Mon père accouche ma mère de ma petite sœur. Donc on vient vraiment de cet univers qui était assez incroyable. C'est pour ça qu'on n'avait pas de culture, une espèce de liberté aussi. Mais aujourd'hui, par exemple, vous êtes ouvert à d'autres mondes ou d'autres cultures et vous avez rattrapé le temps perdu, ou au contraire vous considérez que c'est quand même un avantage d'une certaine manière d'être comme vous êtes? J'étais avec une journaliste de France Culture hier ou avant-hier, c'était extraordinaire. Je pense que c'est un des interviews les plus solides que j'ai eues. Je me disais, mais comment elle a su tout ce parcours, quoi? Parce qu'elle me posait la question, on va venir à la sculpture, par exemple, pourquoi vous exposez pas chez Mag ou à Beaubourg, par exemple? Mais entre le moment où tu pars du Perche et un jour tu te retrouves avec vous, c'est quoi le sujet? Tu te dis, t'es un peu imposteur, t'es pas à ta place, c'est quand même assez complexe. Si tu manges avec Thomas Pesquet ou je ne sais qui, voilà. Ou même lui, quand il découvre là-haut que finalement, c'est une fois là-haut qu'il a compris la Terre. Et qu'il n'y en avait qu'une. Et c'est ça qui est très particulier. Alors, donc, tu es à ta place et tu y es pas, mais ça laisse cette liberté. C'est ce que me disait cette personne sur France Culture. Elle dit la chance que l'on a, et puis finalement, on ne sait pas. La partie sculpture, vous en savez rien. Vous savez rien du tout. Parce qu'on va percer. Louise Bourgeois, c'est 92 ans. Le musée de Soulages, bon, il est connu assez tôt, mais à 92 ans, on fait le musée à Rodez. Et même Picasso, à 60 ans, il vend très tard. Donc quand t'as pas le cursus, mes filles ont été dans un lycée où ils sont 2000 élèves. Donc ils ont déjà le sérail, ils ont l'équipe, elle est là, ils ont leur futur ministère. Tout est né. Quand tu pars de ce petit village, c'est sans doute un peu plus difficile.
sûrement. Non, mais ça fait plusieurs fois que vous venez nous voir. C'est vrai que vous êtes parfaitement atypique, Patrick Roger. Il y a d'abord je me trouve normal. Non, déjà, il y a une poésie chez vous. Il y a une authenticité qui va jusqu'à la manière dont vous vous habillez. D'ailleurs, vous êtes venu. Non, je m'en fous pas. Là, je suis sponsorisé. Là, ça. Non, mais c'est très rare, précisément, de dire je m'en fous. Il y a quelque chose chez vous qui est porté sans doute sur l'essentiel, en l'occurrence le métier que vous faites, et vous êtes peu sensible à ceux qui parfois est plus sensible chez les autres. Le paraître n'est pas mon sujet, parce que j'ai besoin d'être bien dans cette matière. J'ai un jean, ça fait 20 ans, c'est toujours un 44 classique 16. C'est exactement ça. S'il y a le moindre truc, là, ça va pas, quoi. Et la vie, elle est comme ça. Après, c'est extrêmement rythmé. C'est évident. Bon, Julien Leclerc est là aussi, il vous écoute avec intérêt, forcément, recherche désespérément salarié, parce que là, on est tout à fait dans le cas de quelqu'un qui avait la vocation, ou en tout cas qui avait envie de faire quelque chose. Et la difficulté, on le sait tous, parce qu'on a tous parfois des enfants, c'est qu'on leur pose la question, on leur dit qu'est-ce que tu veux faire, et il y en a beaucoup qui sont démunis. Donc, il y a beaucoup de jeunes gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de parents qui doivent nous écouter en ce moment, Julien Leclerc. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes gens quand ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans ? Qu'est-ce qu'on dit à un gosse, par exemple, qui veut faire médecine aujourd'hui, alors qu'il peut même pas redoubler sa première année de médecine, qui va être obligé de partir pourquoi pas, en Espagne pour faire sa deuxième année, ou redoubler, parce qu'en France, c'est pas possible. C'est compliqué, parfois, pour cette jeunesse. Très compliqué. Il y a une passion chez Patrick là qui est palpable dans le studio. J'espère que vous l'entendez parce que tu dégages un truc de dingue et on te sent dans le regard tellement passionné. Moi, ça m'émeut en fait. Oui, c'est très compliqué parce qu'on demande aux jeunes de faire des choix d'orientation dès la troisième déjà, donc à 14 ans, et ensuite en fin de lycée avec ce fameux épisode Parcoursup dont tout le monde dit que c'est affreux, mais c'est pas grave, faut surtout pas le changer. Alors qu'ils n'ont pas du tout les armes pour faire des choix d'orientation. On vient de voir avec Patrick que l'entrepreneuriat est une formidable voie d'accomplissement de soi et accessible à tous les parcours. On peut parler de Thierry Marx aussi, par exemple, qui a été en gros échecs scolaires tout son collège et qui finalement a fait la carrière qu'il a fait et qu'il est en train de faire. Moi, je milite pour qu'il y ait une expérience entrepreneuriale sur le temps scolaire. Justement, pour que il y a des associations qui portent ça, comme par exemple l'association Entreprendre pour apprendre, qui fait vivre une expérience de A à Z entrepreneuriale sur le temps scolaire. Ça veut dire qu'un gamin, pendant 6 mois, ou une classe, va travailler sur un projet, imaginer le projet, le créer, imaginer le plan de communication, produire, commercialiser. Je suis d'accord avec vous, on n'arrive même pas à faire lire et écrire les jeunes gens. Ils savent même pas écrire, lire et compter. Moi, je veux bien qu'on fasse un projet. Est-ce que leurs parents savent lire et compter ? Ah bah oui. Non mais on dit que c'est dans ma génération, oui, en tout cas, oui, dans ma génération, oui, les gens sortaient du bac et c'était pas des. Non mais les méthodes Moi, je vous assure qu'il faut sortir des caricatures, leur faire confiance et les accompagner. En tout cas, par contre, là où je vous rejoins complètement, c'est les mettre en pédagogie active. Tant qu'on demande à des gamins de rester 8 heures par jour assis à écouter sur des, où il faut. Mais c'est le cas, on les met en activité. Mais plus aucun adulte n'accepte ça. Mais Julien, vous resteriez 8 heures par jour dans une classe. Ça a marché pendant 40 ans. On avait, enfin, vous me sidérez. On avait la meilleure école du monde. Les gosses, comment les écoles... Mais le monde a évolué, il faut la faire évoluer. Et d'ailleurs, c'est en train de se faire. Il y a des enseignants incroyables qui ont une manière beaucoup plus moderne de faire vivre leur enseignement. Il y a des choses qui peuvent évoluer, mais l'apprentissage... C'est pas très rigolo, en fait, l'école. Apprendre, c'est pas très rigolo. Pardonnez-moi, apprendre le piano, c'est pas rigolo. Apprendre le solfège, c'est pas rigolo. Donc c'est un état d'esprit. Vous me dites qu'il faut pas qu'il soit... Non, la pédagogie active existe déjà. Elle existe déjà. Pour avoir enseigné, elle existe. Il y a plein de choses qui se font de plus en plus. Ça dépend des matières. J'irai au bout. Et je vois déjà une manière de refuser l'obstacle. Mais comme il reste 20 secondes... Là où on va se retrouver, c'est que les assos qu'ils font, ça c'est sûr, les assos qu'ils font aujourd'hui montrent des études d'impact de dingue. Ça marche. Pourquoi quand un truc marche, on le déploie pas beaucoup plus ? Voilà.